commencer. Mes chers collègues, dans le cadre de la préparation de notre rapport sur la coopération et l'intégration régionale des Outre-mer, nous accueillons ce matin Madame Emmanuelle Blattmann, directrice Afrique et Océan Indien au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la directrice, nous vous remercions de vous prêter à cet échange. Nos travaux partent du constat que la coopération régionale dans les Outre-mer est encore trop peu développée, alors qu'elle représente un potentiel considérable pour le rayonnement de la France, mais surtout pour le développement propre des territoires ultramarins. La coopération et l'intégration régionale sont aussi un facteur de stabilisation et de sécurité, car de plus en plus, les Outre-mer sont exposés à des menaces et risques géostratégiques. C'est tout particulièrement le cas pour Mayotte et la Réunion. Votre audition intervient à la suite d'un déplacement de la délégation à la Réunion et à Maurice, où nous avons notamment rencontré les autorités mauriciennes ainsi que le secrétariat général de la Commission de l'océan Indien. Nous serons dans quelques semaines à Mayotte. Par ailleurs, nous avons auditionné au Sénat de nombreux acteurs ou observateurs de cette coopération, et tout particulièrement Monsieur l'ambassadeur Jean-Claude Brunet. Nous auditionnerons aussi, juste après vous, Monsieur l'ambassadeur de France en Tanzanie, afin d'avoir un éclairage particulier sur les perspectives de coopération entre Mayotte et ce partenaire essentiel dans la région du canal du Mozambique. Un questionnaire indicatif vous a été transmis la semaine dernière afin de guider nos échanges. Votre audition doit en particulier permettre à notre délégation de comprendre la part prise par nos Outre-mer dans l'océan Indien, dans la définition et la conduite de la politique extérieure de la France dans cette zone, dans quelle mesure les enjeux et intérêts propres de ces territoires déterminent la politique étrangère de la France. Vous nous direz notamment comment, au niveau de votre direction et des ambassades de France dans la région, l'enjeu ultramarin est intégré à vos réflexions au travail quotidien de ces services. Inversement, comment les Outre-mer sont-ils informés, associés et mis en avant dans la mise en œuvre de la politique de coopération régionale? La question de la reconnaissance pleine et entière de l'appartenance de Mayotte à la République française est un des enjeux clés. Elle est au centre de notre diplomatie dans sa région. Est-elle au centre de notre diplomatie dans sa région? S'agissant de la Commission de l'océan Indien, cette organisation régionale vous paraît-elle un cadre efficace pour amplifier la coopération régionale? Comment expliquer le paradoxe d'un large financement par la France et le statut accordé à Mayotte dans cette institution? Voici quelques-unes de nos interrogations. Je laisserai nos rapporteurs ensuite vous questionner après votre exposé liminaire, puis je laisserai la parole à nos autres collègues que je remercie de leur présence. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur coordinateur, Mesdames et Messieurs les coordinateurs de bassin, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie tout d'abord de me donner l'opportunité de m'exprimer devant cette délégation dans le cadre de la mission d'information sur la coopération et l'intégration régionale des Outre-mer. Ça ne fait que 3 mois que j'ai pris mes fonctions à la direction d'Afrique, donc je compte sur votre indulgence si je ne suis pas en mesure de répondre à certains des questions TM, mais je suis venue exprès avec Alexandre Olmedo, qui est sous-directeur à Afrique australe, à la direction d'Afrique, mais qui a pris ses fonctions également il y a à peu près 3 semaines. Donc nous sommes tout nouveaux, mais pas moins enthousiastes d'être devant vous aujourd'hui et de travailler sur ces problématiques. Merci aussi pour cette mission d'information qui de manière très opportune, fait écho aux travaux de l'État sur l'insertion régionale des Outre-mer, illustré dernièrement par le comité interministériel aux Outre-mer, dit SIOM, qui a permis de prendre des engagements sur l'association des Outre-mer à la conduite de notre politique étrangère dans leurs bassins respectifs. Bien entendu, nous n'avions pas attendu le SIOM pour tenir compte du rôle singulier que jouent nos Outre-mer dans les relations qu'entretient la France avec leurs voisins. Et la direction d'Afrique et de l'océan Indien que j'ai le privilège de diriger fait de l'insertion régionale de la Réunion et de Mayotte une priorité de notre action. Nos territoires dans la région sont des témoins de notre identité indo-pacifique et africaine, dont nous sommes fiers.
et ils sont des relais importants de notre influence historique dans la région, de la coopération que nous menons au niveau bilatéral comme au niveau régional, et bien sûr de la stratégie Indo-Pacifique voulue par le président de la République. Ils sont aussi des territoires à défendre face aux revendications de souveraineté dont ils sont l'objet. Cela vaut aussi pour certains territoires non habités comme l'île Tromelin ou les îles éparses du canal du Mozambique, mais des territoires à descendre aussi face aux menaces auxquelles la région fait face, que ce soit les catastrophes naturelles, les effets du changement climatique, la criminalité organisée, les trafics divers et variés, pour n'en citer que quelques-uns. Notre réseau diplomatique est pleinement mobilisé en soutien à nos outre-mer du bassin du sud-ouest de l'océan Indien, non seulement pour contribuer à la réponse à ces défis, mais plus généralement pour créer les conditions d'un développement harmonieux de la région, et aussi en fait de les entourer d'un environnement le plus sûr, le plus prospère et le plus stable possible. Nous travaillons en particulier à tisser des relations étroites avec chacun des pays de la région et nous nous engageons fortement dans les enceintes de coopération régionale. Associer nos territoires à toutes ces initiatives est évidemment un enjeu et un objectif majeur. C'est déjà bien le cas pour la Réunion et nous nous efforçons de renforcer aussi la participation de Mayotte. J'y reviendrai. Je suis donc très heureuse de répondre à vos questions sur toutes ces thématiques. Je vous remercie de nouveau pour cette invitation. Et puis, si vous en êtes d'accord, Madame la Présidente, je me propose de commencer tout de suite à répondre peut-être à la première question que vous m'aviez posée au titre du questionnaire et qui me permettra de vous faire peut-être un point général sur la situation géopolitique dans cette région. Mais plus précisément en Afrique de l'Est et en Afrique australe, ainsi que dans la zone sud-ouest de l'océan Indien. Donc, comme vous le savez, l'Afrique dans son ensemble, tout le continent, mais aussi sa partie insulaire, constitue vraiment une priorité de la politique étrangère de la France. Alors, la situation est assez variable selon les géographies. Et si je commence par l'Afrique de l'Est, elle reste malheureusement profondément marquée par des conflits et par une forte instabilité, mais elle est aussi dans le même temps porteuse de nombreuses opportunités. Alors, sur l'Éthiopie et le Soudan, brièvement, les transitions ambitieuses qui avaient été initiées il y a quelques années ont malheureusement connu un coup d'arrêt brutal. D'abord avec l'explosion du conflit au nord de l'Éthiopie, puis le coup d'État en octobre 2021 au Soudan, qui a finalement abouti à l'éclatement d'une guerre fratricide entre généraux des forces armées soudanaises et d'une des principales milices paramilitaires, le 15 avril 2023. La dynamique issue de l'accord de Pretoria, qui datait de 2022 en Éthiopie, bien que fragile, permet quand même une reprise progressive de notre coopération avec ce partenaire stratégique. Je m'arrête là sur l'Éthiopie et le Soudan, mais je suis à votre disposition pour répondre à davantage de questions, notamment sur le Soudan, où la France a pris une initiative majeure le 15 avril dernier à l'occasion du tragique premier anniversaire de l'éclatement du conflit, en réunissant à Paris toute la communauté internationale pour apporter une réponse humanitaire, mais aussi politique à cette crise qui est devenue l'une des plus graves au plan humanitaire en tout état de cause sur le continent, mais probablement au monde. Alors, une petite mention à l'Érythrée, qui, à la faveur de la crise en Éthiopie, s'est renforcée sur la scène régionale dans un rôle de spoiler, si vous m'autorisez cet anglicisme, à l'échelle de la Corne de l'Afrique. Mais nous maintenons toutefois des contacts limités, mais quand même réguliers, via notre ambassade et notre ambassadeur à Asmara. En Somalie, l'offensive du président Hassan Sheikh Mahmoud contre le groupe terroriste des Chebab et l'amorce de la transition entre la mission de l'Union africaine en Somalie, qui s'appelle ATMIS, et les forces armées somaliennes ont permis d'avancer, mais néanmoins les défis sont toujours là.
il persiste. L'armée somalienne a subi plusieurs revers ces derniers mois et les forces armées locales ne parviennent pas malheureusement à assumer à la fois la reprise des responsabilités de sécurité de l'ATMIS qui est censée arriver à son terme à la fin de cette année. Et donc la lutte contre les Chebabs doit se poursuivre et c'est pourquoi nous estimons qu'il sera nécessaire de maintenir une présence internationale après le retrait de l'ATMIS fin 2024. À ce titre, la poursuite du renforcement des capacités de l'armée somalienne et la définition d'une stratégie européenne constituent les priorités de la France pour ce pays afin de juguler la menace terroriste mais aussi les flux migratoires qui peuvent s'en suivre du fait de la situation locale. Alors dans ce contexte régional qui est tendu, Djibouti apparaît comme un îlot de stabilité et constitue un partenaire essentiel pour la France dans la région. Je rappelle que Djibouti accueille sur son sol une base militaire française, ainsi que des bases militaires américaines, chinoises, japonaises et italiennes. La renégociation en cours du traité de coopération militaire et de défense avec Djibouti, entre la France et Djibouti, est un des dossiers que nous suivons de très près pour les mois qui viennent. Ouvert sur le très stratégique détroit du Bab el-Mandeb qui relie l'Afrique à la péninsule arabique, le territoire djiboutien s'impose comme un point de passage des migrations et des trafics entre ces différentes zones géographiques. En matière de sécurité, de navigation en mer Rouge face aux attaques houthis provenant du Yémen, Djibouti est également un acteur essentiel. C'est aussi un acteur important au plan économique. Sa position géostratégique lui confère en effet un statut de débouché portuaire majeur pour les pays de la région et particulièrement vital pour l'Éthiopie qui est enclavée et dont plus de 90% des biens exportés passent par Djibouti. En termes d'opportunités, je citerai le Kenya avec sa transition démocratique réussie à l'été 2022 et l'investissement croissant du pays dans son environnement régional qui consacre aussi Nairobi comme un des pôles de stabilité dans la région avec lequel nous renforçons activement nos relations. Depuis 10 ans, le nombre d'entreprises françaises y a triplé. La France y a également renforcé ses coopérations universitaires et culturelles et nous travaillons étroitement avec les autorités kenyanes sur les enjeux globaux, notamment le climat, alors que l'adaptation au changement climatique est évidemment un défi majeur pour la région. En Tanzanie, la politique d'ouverture menée par la présidente Samia Suluhu Hassan, qui a marqué sa volonté de densifier la relation bilatérale avec la France, a permis de sortir le pays de l'isolement dans lequel l'avait plongé son prédécesseur. Et nous en faisons désormais aussi une de nos priorités, puisque la Tanzanie a été retenue comme l'un des pays accélérateurs du nouveau partenariat entre la France et les pays africains voulu par le président de la République et porté par un projet qui est porté aussi par la secrétaire d'État au développement et aux partenariats internationaux, Mme Chrysoula Zakuropoulou. La France entend ainsi dynamiser ses relations, notamment dans 3 secteurs clés, l'énergie, l'eau, l'économie bleue, mais aussi l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. Donc l'Afrique australe est une autre zone prioritaire naturellement et les 3 autres pays accélérateurs du nouveau partenariat s'y situent. Il s'agit du Botswana, de la Namibie et de la Zambie. Nous avons, comme toutes les régions d'Afrique, cette zone-là est aussi confrontée à de nombreux enjeux, dont les plus sensibles sont les questions sécuritaires, sanitaires ou alimentaires. Alors, le Mozambique fait, lui, l'objet depuis 2017 d'une insurrection djihadiste, avec des groupes ayant prêté allégeance à l'État islamique, qui se trouve dans la province du Cabo Delgado. Il y a eu plus de 4000 morts, 1 million de déplacés internes qui ont été recensés. Finalement, aujourd'hui, après avoir fait appel à des sociétés de sécurité privées qui n'avaient obtenu aucun succès opérationnel, le président mozambicain a décidé de faire appel à l'appui des forces de défense rwandaises. Il y a plus de 3000 personnels déployés, ainsi qu'à celle de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, et aux partenaires internationaux, dont l'Union européenne. Donc ça a permis de contenir la montée en puissance de la menace terroriste, mais
bon, malheureusement, les groupes armés terroristes, ils poursuivent leurs exactions. Donc, cette menace terroriste pose un risque de sécurité dans le canal du Mozambique, hein, et met en péril, on rappellera qu'on est à 400 km de Mayotte, et met en péril les intérêts économiques de plusieurs firmes françaises et européennes dans la région. Mais on est pleinement mobilisé pour essayer d'accompagner le Mozambique dans la gestion de cette crise. Les enjeux sanitaires, je tiens à dire un mot parce qu'ils se sont un peu renforcés ces dernières années avec plusieurs épidémies, faute d'eau potable, d'infrastructures d'assainissement et de traitement des déchets. Une importante épidémie de choléra sévit en Zambie, au Zimbabwe et au Malawi. Et il n'est pas circonscrit cette épidémie n'est pas circonscrite à l'Afrique australe continentale, puisque des milliers de cas ont été recensés ces dernières semaines aux Comores, à Madagascar et plus récemment à Mayotte. Depuis février 2024, plusieurs pays de la région, la Zambie, le Malawi et le Zimbabwe, ont aussi dû déclarer l'état d'urgence national en raison de graves sécheresses provoquées notamment par le phénomène El Niño, qui a détruit une grande partie des récoltes de cette année. Donc, le Programme alimentaire mondial estime que à ce jour, plus de 2 millions de Zambiens, 6 millions de Malawites et 5,5 millions de Zimbabwéens sont en situation d'insécurité alimentaire. Et ces trois pays nous appellent, avec la communauté internationale, à les soutenir. Le sud-ouest de l'océan Indien, c'est évidemment un espace tout à fait stratégique pour la France. Les territoires français dans la zone, qui abritent plus d'1 million de ressortissants français et un quart de la zone économique exclusive de la France dans la région, sont les vrais témoins de l'identité régionale française. Le président de la République, dans son discours « Choose la Réunion » en 2019, avait souligné le rôle de la Réunion comme territoire d'ancrage de la France dans l'espace Indo-Pacifique. Et on rappellera que la Réunion et Mayotte font de la France un État de l'espace africain et sont les ports d'entrée de la France dans les enceintes de la coopération régionale, notamment la Commission de l'océan Indien, la COI, seule organisation africaine dont la France est membre, et l'Association des États riverains de l'océan Indien, connue sous l'acronyme IORA. Alors, la zone est hétérogène en matière de développement économique, hein, entre deux pays parmi les plus pauvres, Madagascar et les Comores, et deux pays à revenus intermédiaires, Maurice et les Seychelles. C'est une région, une zone de passage commercial très importante, avec 30% du trafic mondial des méthaniers qui transitent par le canal du Mozambique, notamment pour les très gros navires qui ne peuvent pas passer par le canal de Suez. Mais le commerce régional est assez interile et reste très faible, puisqu'il ne représente que 4% du commerce régional. Donc pour la France, les enjeux sont vraiment multiples dans la région. D'abord, la question des migrations irrégulières vers Mayotte depuis les Comores et le continent, vers la Réunion depuis Sri Lanka. Au plan sécuritaire, hein, comme je le disais, il y a quand même un foyer terroriste au Mozambique à 300 km des côtes mahoraises. La nécessité aussi de sécuriser les flux commerciaux maritimes. Il y a un enjeu fort de francophonie, 73% de francophones à Maurice, 53% aux Seychelles. Ce sont des sujets que nous devons défendre. Et évidemment, en termes de diaspora, puisque un quart des ressortissants comoriens et plus de 100 000 malgaches vivent en France. D'ailleurs, la diaspora comorienne est la plus nombreuse de toutes les diasporas. Des enjeux en termes au plan touristique, économique, régional, avec le poids de l'économie bleue, les enjeux climatiques ou de biodiversité, la protection des océans, l'exposition aux événements météorologiques extrêmes, la biodiversité endémique abondante. Bref, il y a une nécessité d'une prise en charge collective de tous ces enjeux qui toutefois se heurtent souvent aux importantes disparités économiques de la région.
Alors, on fait face à 2 défis d'ampleur que vous avez mentionnés, Madame la Présidente, dans vos propos liminaires. Le premier défi pour nous, c'est évidemment les contestations de la souveraineté française à Mayotte, sur les îles éparses du canal du Mozambique et sur l'île Tromelin. Donc, ces contestations continuent, en dépit de tous nos efforts, de brider quelque peu la coopération régionale et la défense des biens communs, même si nous avons réussi à traiter ces contestations, j'y reviendrai, dans un cadre strictement bilatéral depuis un certain nombre d'années. L'autre défi d'ampleur, c'est la sécurité maritime au sens large, les trafics illicites, la pêche illégale, les risques d'extension du terrorisme, les pollutions marines, etc. La région du sud-ouest de l'océan Indien appartient également à l'espace Indo-Pacifique, ce qui en fait un terrain de compétition pour un certain nombre de grandes puissances, y compris les compétiteurs stratégiques de la France. Donc, les principales menaces liées à l'environnement régional, je le disais, sont d'ordre donc sécuritaire, migratoire et environnemental. J'ai déjà parlé de l'insurrection djihadiste au Mozambique avec des risques d'extension, mais il y a aussi la situation en Somalie, où on voit aussi un certain nombre de réfugiés ou de migrants somaliens qui sont à Mayotte. Les autres enjeux de sécurité, c'est les trafics, notamment de drogue, d'êtres humains, d'espèces protégées et les activités criminelles qui les entourent. Donc, pour Mayotte, il y a d'importants flux migratoires en provenance des Comores, avec le nombre le plus élevé au monde de reconduites, puisqu'il y a à peu près 25 000 reconduites par an, mais aussi en provenance de Madagascar et plus récemment du continent africain, notamment de la région des Grands Lacs et de l'Afrique de l'Est. Voilà, ces flux, évidemment, viennent réduire l'accès de la population française aux infrastructures de base déjà en tension à Mayotte. Donc l'État prend en charge ces flux, crée les conditions nécessaires à la reconduite vers leur pays d'origine des étrangers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français, en même temps qu'ils cherchent à répondre aux causes profondes des migrations dans les pays d'origine. Alors, je pourrais revenir plus en détail aussi sur la manière dont on gère tout ça et les négociations qui sont en cours avec à la fois les pays de transit et les pays de départ en Afrique continentale pour négocier des accords de réadmission. On est en plein dedans et les choses avancent pour l'instant plutôt bien. La Réunion aussi, et on l'a déjà dit, est destinataire de flux migratoires. Les enjeux environnementaux, j'en ai déjà parlé. Alors, les compétiteurs stratégiques, là, il y en a un certain nombre qui peuvent tenter aussi à nous déstabiliser à travers les territoires d'outre-mer. Ces tentatives de déstabilisation s'exercent en particulier par l'intermédiaire des pays voisins, qui font l'objet d'actions d'influence et qui servent parfois de base arrière à l'organisation de réseaux d'influence. Donc nous sommes évidemment très attentifs à ces stratégies et nous surveillons de très près les procédés, les moyens et les relais dont nos compétiteurs se servent. Alors, une des questions qui m'avait été posée, c'était l'état des relations de la France avec les différents pays de la zone du sud-ouest de l'océan Indien. Et donc, je voudrais y passer quelques instants, si vous me le permettez, notamment donc, pour les Comores, Madagascar et Maurice, et la présence des territoires ultramarins donc, dans la zone est évidemment un déterminant important dans les relations que nous entretenons avec ces pays pour des raisons de proximité, de flux humains, de liens humains, mais aussi pour les implications des différentes souverainetés dans la structuration des relations bilatérales. Je commencerai par les Comores. Donc, la relation est globalement bonne. Elle s'appuie sur des déterminants objectifs qui sont les liens historiques, géographiques, humains, la francophonie aussi que nous avons en partage, et sur une volonté politique à partager d'assurer la stabilité de la région.
Donc, elle se décline dans de nombreux domaines, y compris dans le domaine économique et monétaire, bien que, s'agissant du climat des affaires aux Comores, qui n'est pas bon, objectivement, ou enfin, qui n'est pas aussi bon qu'on pourrait l'espérer, a conduit au retrait d'un grand nombre d'entreprises françaises. Donc la relation bilatérale repose pour l'essentiel sur deux piliers. Les investissements solidaires, qui sont symbolisés notamment dans le plan de développement, par le plan de développement France-Comores, qui a été signé en 2019. Et qui permet de lutter contre les causes profondes des migrations et la lutte, donc le deuxième pilier, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Elle s'assortit d'un dialogue qui est quand même assez franc mais constructif sur les principaux enjeux bilatéraux et notamment sur notre différend de souveraineté, mais aussi nous travaillons sur la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. La relation bilatérale avec Madagascar est particulièrement dense dans tous les domaines. La France est le deuxième fournisseur d'aide publique au développement de Madagascar, avec 120 millions d'euros par an. Les entreprises françaises qui y sont engagées dans plusieurs projets économiques d'envergure. La coopération décentralisée est particulièrement développée. Tout comme la coopération culturelle et linguistique. C'est d'ailleurs notre plus gros réseau d'alliances françaises dans la zone, enfin sur continentale et océan Indien, avec 29 alliances françaises et 23 établissements conventionnés ou homologués par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Dans le domaine patrimonial, après une première restitution, la France et Madagascar poursuivent leur coopération, à la suite notamment de la demande officielle de restitution du crâne du roi Toera. Et Madagascar est aussi notre principal partenaire de défense en Afrique australe et dans l'océan Indien. Donc, le différend relatif à la souveraineté sur les îles éparses fait l'objet de discussions bilatérales, notamment dans le cadre d'une commission mixte dédiée, franco-malgache, et qui permet aussi de coopérer dans les domaines de la pêche durable, de la sécurité maritime, de la recherche ou de la protection de la biodiversité. La relation avec Maurice, elle est assez dense aussi. Elle s'appuie en particulier sur la proximité historique, géographique et humaine avec la Réunion. Il y a une commission mixte, la Réunion-Maurice, qui permet de décliner la coopération régionale entre les îles. La France y est un acteur économique majeur, premier partenaire bilatéral en termes d'APD, mais on travaille aussi dans les domaines culturels, scientifiques et scientifiques ou de recherche. La coopération en matière de défense et de sécurité est très dynamique, alimentée par la proximité des FASOI, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Et il y a un groupe de contact sur la sécurité entre la Réunion et Maurice qui se réunit régulièrement. Donc avec ces pays, l'intégration régionale des territoires ultramarins est évidemment une priorité pour nous. Elle est plus aboutie pour la Réunion que pour Mayotte, qui voit toujours son rôle régional quelque peu disputé. Mais nous avons obtenu certaines, j'ose pas dire victoires, mais enfin quand même certains succès progressivement pour l'insertion régionale de Mayotte. Dont par exemple l'attribution d'un programme Interreg de l'Union européenne dédié et un accord des Comores, par exemple pour l'association de Mayotte à plusieurs programmes de la Commission de l'océan Indien. Le programme pour la promotion de la sécurité maritime, par exemple lancé en 2018, inclut Mayotte dans son périmètre géographique. Et depuis 2019, Mayotte est aussi membre à part entière de deux projets régionaux, l'un sur la coopération sanitaire et l'autre sur la sécurité alimentaire et animale. On a réussi aussi, par ce travail, un travail diplomatique, à réduire l'activisme des États qui contestent la souveraineté française dans les enceintes internationales, avec, j'y reviendrai peut-être, mais avec aussi le développement de la coopération décentralisée de Mayotte, y compris avec les Comores, l'attribution, par exemple, la décision d'attribuer à Mayotte les Jeux des îles de l'océan Indien en 2035, etc.
les priorités de notre point de vue pour l'insertion régionale des territoires ultramarins sont les priorités sectorielles, je dirais, sont l'agriculture, l'approvisionnement alimentaire, la sécurité maritime, la connectivité aérienne et maritime, et la coopération culturelle et la formation professionnelle. Nous considérons que tout le développement des relations et de la coopération entre les territoires ultramarins français et les États du continent africain, notamment les États côtiers, mais aussi avec toute la région du Sud-Ouest, dans le cadre des organisations de coopération régionale, que ce soit la COI et l'IORA, sont positifs et particulièrement pertinents, et qui gagneraient à être renforcés concrètement sur le terrain, en s'émancipant des questions d'ailleurs de souveraineté, parce que finalement les acteurs locaux sont tout à fait conscients de leur intérêt à travailler ensemble. Sur le continent, la Tanzanie est le pays de la zone Afrique orientale qui nous paraît être celui avec lequel les coopérations avec les Outre-mer pourraient être le plus peut-être utilement et facilement développées. Des contacts sont déjà en cours entre des entrepreneurs de Mayotte et des fermes en Tanzanie, par exemple pour l'exportation de produits maraîchers. Mais il y a des fonds européens qui proviennent de l'instrument Interreg que j'ai déjà mentionné, qui pourraient financer différentes dimensions aussi, différents aspects. Les autres pays avec lesquels les coopérations sont développées sont notamment le Mozambique, l'Afrique du Sud et la Namibie. Alors, dans la définition de notre politique étrangère de la France, je dois dire que les Outre-mer sont une des raisons d'être, en réalité, de l'étroitesse des liens que nous avons tissés entre la France et les voisins de la région. Évidemment, le fait qu'on ait des territoires d'outre-mer renforce notre intérêt à promouvoir une zone stable, un développement régional harmonieux. Les programmes européens, et nous sommes de coopération territoriale, et nous sommes très satisfaits d'avoir pu les obtenir, qui sont pilotés par les collectivités, apportent un concours essentiel à la coopération régionale. Il y a des fonds aussi de coopération régionale, les FCR, qui sont pilotés par les Outre-mer sur le crédit de l'État, qui jouent un rôle d'amorçage pour des projets régionaux. Et enfin, nous avons les collectivités qui mènent une coopération décentralisée active, soutenue par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, pour coordonner l'action de l'État et des collectivités, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes à la coopération régionale, y compris le secteur privé et associatif, une plateforme de coopération de la France en océan Indien a été créée en 2019. Elle réunit les préfectures de la Réunion et de Mayotte, les territoires, les TAF, le Conseil régional de la Réunion, les conseils départementaux de la Réunion et de Mayotte, l'Agence française de développement et l'ambassadeur délégué à la coopération dans la zone de l'océan Indien que vous avez déjà, donc je comprends, auditionné récemment. Donc, on y associe aussi une large gamme d'acteurs de la coopération régionale en tant que de besoin. Tout ça permet de fluidifier l'information sur les activités de coopération régionale et de coordonner les initiatives des différents acteurs. L'ambassadeur donc Brunet, que vous avez rencontré, organise aussi, il a dû vous le dire, régulièrement une conférence de coopération régionale dans l'océan Indien, qui doit être relancée là, cette année à Mayotte, qui réunit les élus locaux et nationaux, les acteurs de la coopération régionale dans les collectivités et l'équipe France élargie, c'est-à-dire notamment les ambassadeurs et ambassadrices de France de la région. Donc, que ce soit cette plateforme, que cette conférence de coopération régionale, donc, constituent déjà des cadres de concertation et de coopération régionaux qui permettent une association étroite des collectivités et une concertation sur les priorités de la coopération régionale. Donc évidemment, au-delà de ces cadres globaux, l'État s'attache à tenir compte des problématiques spécifiques de chaque collectivité dans son environnement régional. Il y a eu les lois 2000, puis plus récemment 2016, la loi Letchimy, et les conclusions du comité interministériel des Outre-mer. Donc, en vertu de ces dispositions-là, l'État renforce en permanence l'association des Outre-mer et la prise en compte de leurs intérêts dans la coopération régionale et la conduite
de la politique étrangère de la France dans la région. Donc on a aussi placé dans ce cadre des conseillers diplomatiques auprès des préfets de la Réunion et de Mayotte. Et un travail est également en cours pour permettre rapidement le placement d'agents des collectivités de Mayotte et de la Réunion au sein des ambassades de France dans la région. La Réunion met déjà à disposition des volontaires et des chargés de mission dans son voisinage, et les discussions avec le conseil départemental de Mayotte sont bien avancées sur ce point. Et l'État, représenté par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a signé, comme vous le savez sans doute, une convention de coopération pluriannuelle avec le département de Mayotte il y a 2 mois, en mars 2024, qui doit permettre justement aussi de renforcer encore cette coopération, cette concertation, et notamment aussi les actions de formation. Alors, s'agissant des aspects européens, parce que ça me paraît important, je voudrais juste dire que les 2 régions ultra-périphériques que sont Mayotte et la Réunion ne s'inscrivent pas à proprement parler dans la politique européenne de voisinage, qui s'applique d'abord au voisinage méridional et oriental de l'Union. Mais pour autant, l'Union européenne a développé des outils qui favorisent l'intégration directe de ces territoires excentrés au sein de la région. Donc ce sont les programmes Interreg qui sont importants. Il y a le programme Interreg Océan Indien qui est piloté par le Conseil régional de la Réunion, qui est doté de milliards ou millions 62,2 millions d'euros sur la période 2021-2027, avec plusieurs priorités stratégiques sur la recherche, la coopération économique, le développement durable, l'inclusion, développement social, ainsi de suite. Et il y a un deuxième programme important qui est le programme Interreg Canal du Mozambique, qui a été créé en 2021. Piloté, lui, par le conseil départemental de Mayotte, qui est doté de 10,2 millions d'euros sur la période 2021-2027 et qui travaille aussi sur les questions de recherche, d'innovation, d'environnement, d'inclusion sociale notamment. Alors, la stratégie de l'UE pour les régions ultra-périphériques a été publiée en mai 2022 suite à une consultation publique qui avait été organisée l'année d'avant, en concertation avec les régions ultra-périphériques et les États membres. Une attention particulière, il y a un engagement de la Commission à accorder à ces régions une attention particulière, au regard notamment des enjeux spécifiques de ces territoires, l'isolement, l'exposition aux effets du changement climatique, les vulnérabilités sociales, difficultés d'accès, enjeux de mobilité, enfin bon, voilà, tout ça. Et donc, s'agissant du soutien financier aux activités de la COI, donc l'UE est un bailleur historique de la Commission de l'océan Indien. La plupart des projets sont désormais passés, mais il existe encore un financement en cours de 70 millions qui est au bénéfice direct de la coopération régionale. Et il concerne la sécurité maritime, la sécurité portuaire et la sécurité de navigation, la sécurité alimentaire, la gestion des risques de catastrophe. Et donc, sont évidemment des programmes qui bénéficient à nos territoires ultramarins aussi. L'association plus récente de l'Union européenne aux activités de l'IORA, puisque ça date c'est très récent même, puisque ça date de 2023, va aussi nous permettre de bénéficier dans ce cadre de nouveaux partenariats. Je voudrais revenir un instant sur le récent accord signé, que j'ai déjà mentionné, le 11 mars 2024 entre le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et le conseil départemental de Mayotte. Donc il s'agit d'une convention de partenariat qui crée donc le cadre de partenariat et dialogue pour favoriser l'insertion régionale de Mayotte et les activités communes entre l'État et la collectivité en matière d'action extérieure. Donc elle a instauré un comité pour l'insertion régionale de Mayotte qui va se tenir régulièrement au niveau de l'ambassadeur, donc délégué en charge de la coopération dans la zone, mais aussi du président du conseil départemental de Mayotte pour faire vivre les engagements conjoints. Donc ça s'inscrit dans l'engagement du gouvernement en appui au rayonnement régional de Mayotte et à la reconnaissance par ses voisins de la souveraineté française.
Ça concrétise aussi notre engagement à associer les Outre-mer à la définition de la politique étrangère de la France dans cette zone. Et ça permettra aussi de favoriser une compréhension mutuelle des enjeux, des besoins et des marges de manœuvre de la France dans la région. Alors, une question qui m'avait été posée, c'est de savoir si on menait bien une action d'influence auprès des États de la région pour obtenir la reconnaissance pleine et entière de la souveraineté française de Mayotte. C'est évidemment un élément central hein, dans notre relation avec les pays de la région. Et nous ne devons pas nous laisser entraîner dans une approche défaitiste hein, sur ce sujet. Mayotte, c'est la France. C'est un choix qui a été exprimé à plusieurs reprises par les Mahorais, qui est rappelé quotidiennement par nos compatriotes à Mayotte. Et cela nous honore et cela nous oblige. Et c'est une réalité quotidienne. Et nous exerçons notre souveraineté tous les jours donc dans l'océan Indien à Mayotte. Et face à la réalité écrasante des faits, les tentatives de remise en cause de la souveraineté française ne pèsent en réalité pas grand-chose. Et nous nous attachons à les faire taire au quotidien depuis longtemps, et ça fonctionne. Depuis la résolution de 1994, il y a donc exactement 30 ans, aucune résolution de l'Assemblée générale des Nations unies ne remet plus en cause la souveraineté française à Mayotte. Nous avons obtenu des Comoriens qui cessent tout activisme officiel en la matière à l'ONU, comme à l'Union africaine. On pèse aussi de tout notre poids pour défendre Mayotte dans son environnement. On a négocié activement pour obtenir un degré inégalé de coopération migratoire avec les Comores, pour défendre aussi l'insertion de Mayotte dans les organisations régionales. Et cet effort est aussi mené dans les relations avec les autres États de la région, auprès desquels on fait systématiquement valoir la réalité de la souveraineté française et la nécessité d'adopter une approche lucide à cet égard pour favoriser les relations bilatérales les plus productives et une coopération mutuellement bénéfique pour Mayotte. Il y avait une question qui m'était posée sur la conditionnalité des aides au développement. C'est un sujet évidemment complexe, parce que d'une manière générale, l'aide publique au développement n'est pas liée à l'aide française. Mais en revanche, on essaye vraiment d'avoir un réglage très fin de nos actions, et on s'efforce aussi d'obtenir des concessions concrètes sur Mayotte, au bénéfice de Mayotte, en utilisant les différents leviers qu'on peut avoir à notre disposition, et en veillant à ce que ça ne conduise pas à une situation qui serait finalement plus préjudiciable que la situation actuelle, hein. Notamment au plan migratoire, chercher à imposer à tout prix une reconnaissance formelle de la souveraineté française pourrait d'abord pour être vain, mais ça pourrait aussi mener à une rupture de nos relations ou de notre coopération bilatérale, y compris migratoire, et là, le remède pourrait être pire que le mal. Compte tenu de la... bon, alors la situation migratoire, puisqu'on est dessus, je vais en parler peut-être maintenant rapidement, j'ai presque fini. Je sais que je suis un peu longue et je vous prie de m'en excuser. Les discussions ont été engagées avec les pays de transit d'Afrique continentale, notamment l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, pour faciliter les retours vers les pays de départ et renforcer les contrôles dans les aéroports de transit, ainsi que la lutte contre les filières d'immigration clandestine. Des discussions sont également en cours avec les pays de départ, Rwanda, Burundi, Somalie. Avec les deux premiers, il y a d'ailleurs eu il y a 2 mois des missions conjointes sur le terrain du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères pour commencer à discuter concrètement des accords, la signature d'accords bilatéraux de réadmission. Et c'est en bonne voie et on a bon espoir que ça aboutisse dans les semaines qui viennent. Ça nous aidera. Le modèle un peu qui nous inspire avec ces pays-là, c'est l'accord de réadmission qui avait été signé avec la République démocratique du Congo en 2022, qui prévoit aussi des programmes de réinsertion et une meilleure coopération pour prévenir les départs.
je vous ai déjà présenté, je crois, notre dispositif. Je vais passer là-dessus. Et enfin, dernier peut-être point sur l'avenir de la Commission de l'océan Indien. Pour nous, c'est une organisation essentielle, hein, pour la zone, qui permet aux 5 États insulaires de la région, dont la France, puisque c'est une organisation dont nous sommes membres à part entière, mais de dialoguer, de coopérer ensemble face aux enjeux communs auxquels sont confrontés tous les territoires insulaires de l'océan Indien. Et je les ai déjà cités, il y en a beaucoup, et il ne peut y avoir de solution que globale à tous ces enjeux globaux. Et donc le multilatéralisme, en l'occurrence, nous paraît être une méthode importante. La mission est pragmatique, c'est une organisation en plus francophone, voilà, qui mène des projets concrets qui permettent de renforcer l'intégration de la région. Et donc, pour cela, nous estimons qu'il faut que nous continuions à y participer. Et nous sommes d'ailleurs l'État membre qui contribue le plus à la COI, tant pour le budget de fonctionnement que pour le financement des projets de l'organisation. Sachant qu'ensuite l'Union européenne, auquel nous contribuons aussi par ailleurs, est aussi un bailleur très important de l'organisation. Donc voilà, cette méthode de multilatéralisme, pour nous, c'est un vecteur d'action qui est tout à fait important et vital, même peut-être pour répondre aux enjeux de la question de la région. Pardon. Voilà un peu. Et finalement, les moyens de fonctionnement sont assez modestes pour un résultat qui est plutôt positif et qu'on essaye de poursuivre et de renforcer dans tous les domaines que j'ai pu déjà mentionner. Je m'arrête là, je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous remercie de votre patience. Merci pour ce propos qui était vraiment très complet et très précis. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre rapporteur Georges Patient et après à nos intervenants. Merci pour votre propos. Je vais être très rapide, hein, parce que je sais que le temps qui est imparti est presque consommé. Vous en avez parlé, mais je voudrais revenir et insister sur le rôle qui est réellement assigné aux outre-mer français de l'océan Indien dans la définition de la politique étrangère de la France avec les pays de la zone dont on parle. Quand on sait que bon nombre d'entre eux contestent la légitimité de la présence française dans ces territoires d'outre-mer. Bon, on sait que les Comores revendiquent Mayotte, Maurice, l'île de Tromelin, Madagascar revendique les 4 autres territoires des îles Éparses. Ces contestations de la souveraineté française disposent de plusieurs relais en Afrique, en particulier chez certains pays riverains d'Afrique australe. On sait également que l'Afrique du Sud, dont le pouvoir serait anticolonial, milite officiellement pour la décolonisation de la Réunion. Certes, Mayotte et la Réunion tiennent à rester françaises et que la France est devenue, grâce à elle, un acteur d'importance dans la région, notamment par son interventionnisme dans les organisations interrégionales, COI, OIRA, et par sa forte présence militaire dans la zone. Mais pour autant, comment sont perçus réellement ces territoires français par leurs voisins? Est-ce qu'ils sont perçus en tant que tels? Sont-ils réellement associés dans l'animation de la politique étrangère de la France avec ces pays? Sont-ils seulement pris en considération en dehors de bases d'installation militaires, notamment à La Réunion? Quelles sont réellement les relations que ces territoires peuvent avoir avec leurs riverains? Quand on prend le cas de Mayotte, comment peut-on accepter qu'en étant premier financeur de la COI, je ne parle pas de l'OIRA, en étant premier financeur directement ou par l'intermédiaire de l'AFD, qu'on puisse quand même accepter que Mayotte n'en fasse pas partie, ou qu'on ne tienne pas compte de Mayotte. Donc,
Voilà ces questions que je voulais vous poser. Et puis, dernière petite question, est-ce que l'Indo-Pacifique, la stratégie d'Indo-Pacifique ne prime pas sur les intérêts de ces territoires, notamment de Mayotte? Prend plusieurs questions Oui, je vais passer la parole à notre collègue, Madame Jacqueline Eustache-Brignot. Merci Madame la Présidente. Merci Madame de nous avoir donné cette large explication et toutes ces informations autour de cette stratégie importante de la France. En particulier, je voudrais revenir sur quand même un sujet que vous avez peut-être moins abordé. On connaît l'intérêt et la place du continent africain pour cette insertion régionale concernant nos territoires d'outre-mer. Vous avez rappelé à juste titre les difficultés de sécurité, les difficultés sanitaires, voilà, l'instabilité globale de l'Afrique. Vous avez parlé de certains pays, en particulier l'Afrique australe. Vous avez cité le Botswana, la Namibie, qui ne sont pas des pays très déstabilisés aujourd'hui quand même, qui sont des pays apaisés. Et vous n'avez pas abordé un problème qui, pour moi, me semble important, c'est la place qu'ont pris les Chinois. Parce que ils ravagent un peu l'Afrique sans état d'âme, on le sait, ça pose pas de problème. On voit ce qui se passe au Congo avec ce qu'on appelle l'or bleu et les mines de cobalt qui sont exploitées par les Chinois de manière monstrueuse, d'ailleurs que personne ne dénonce, voilà, pour faire en sorte que nous puissions avoir des batteries électriques. Tout le monde ferme les yeux sur ce qui se passe au Congo, mais c'est juste monstrueux. C'est bien de rouler avec des électriques, mais il faut savoir comment on y arrive. Et je pense que les Chinois ont pris une place sans état d'âme, parce que évidemment le respect des droits de l'homme ne pose moins de questions aux Chinois qu'aux Français. Et c'est bien, d'une certaine mesure, que nous ayons encore des règles et le respect des uns et des autres. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de pays pour lesquels nous n'existons plus ou nous n'existons pas parce qu'on a laissé de la place à d'autres. Donc, je voulais un peu avoir votre approche sur ce sujet, parce que la Chine est très présente en Afrique, très, 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 très présente, et ça peut remettre en cause, évidemment, un certain nombre de stratégies et d'objectifs pour nos territoires d'outre-mer. Notre collègue de Mayotte, Saïd Omaroli. Merci Madame la Présidente. Déjà, je voulais excuser Tani, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il est retenu à Mayotte parce que Madame la Ministre arrive aujourd'hui à Mayotte. Alors, moi, Madame l'ambassadrice, c'est ça, hein, en vous écoutant, j'ai l'impression que tout va bien. Oui, dans la région. C'est vrai, tout à l'heure, vous avez tellement d'optimisme, et c'est très bien. Mais avec les temps qui courent, il faudrait que nous ayons cet optimisme. Mais moi, j'ai juste 4 questions à poser, et je remercie notre rapporteur, mon collègue Georges, qui a posé la question, et que, Madame, vous avez déjà donné la réponse, et croyez-moi, cette réponse ne me satisfait pas du tout, parce que vous avez dit que ce serait pire si on obligeait les Comoriens, en quelque sorte, à cesser leurs revendications sur Mayotte. Ce serait pire sous l'immigration qu'on voudrait peut-être faire repartir chez eux. Parce que peut-être ils pourront nous bloquer en envoyant les gens là-bas. Moi, c'est ce que j'ai compris de ce que vous avez dit. Donc, il faut être gentil avec eux, sauf que eux, non, ils nous envoient... Et tout le monde passe par là-bas, justement. Aujourd'hui, nous avons une immigration, toute l'Afrique de l'Est vient à Mayotte. Vous venez à Mayotte. Avant-hier, on a fait le bilan, la préfecture a fait le comptage de ces immigrés qui dorment dans la rue avec des enfants. Mais quelle tristesse avec le choléra que nous avons aujourd'hui. Il y a 1500 personnes aujourd'hui qui dorment dans la rue à Mayotte. 1500. Vous viendrez à Mayotte bientôt, vous verrez. Et quand vous dites qu'il faut être gentil avec les Comores, ça me froisse un petit peu. Parce que toute cette immigration passe par là-bas pour venir à Mayotte. Alors, moi, je me demande aujourd'hui, et la question c'est que
quelles sont les actions de service du Quai d'Orsay en direction des autorités de ces pays concernés, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, les Comores, concernant le transit de ces immigrés vers Mayotte? Il y a sûrement des complicités qui sont là, et on le voit tous les jours. Nous avons des dizaines d'Ekwassa. Nous avons bien sûr nos administrations qui sont complètement surchargées. Nous avons la maternité, la plus grande maternité de France ou de l'Europe, née à Mayotte chaque année 12 à 13 000 enfants par an, ce qui fait que nous sommes sous tension sur partout. Alors, est-ce que les services de Quai d'Orsay sont très fréquemment, parce que les Quais d'Orsay sont très fréquemment mis en cause par les Mahorais sur la complaisance vis-à-vis des autorités comoriennes qui revendiquent leur souveraineté sur Mayotte? Que répondez-vous à ces critiques? Cependant, vous m'avez dit qu'il faudrait être gentil avec eux. Pourriez-vous, madame, établir un bilan de l'accord entre la France et les Comores qui prévoit une aide au développement de 150 millions d'euros en contrepartie d'actions contre les flux de migrants vers Mayotte? Et enfin, quelles sont vos analyses sur le flux de migrants fuyant les zones de conflit de l'Afrique de l'Est et qui impactent aujourd'hui fortement l'archipel de Mayotte? Et comment, bien sûr, voyez-vous les évolutions de ces flux dans les prochains mois, voire les prochaines années, parce que l'Angleterre vient de voter une loi et que cette loi, on va prendre tous les gens qui sont déboutés de l'asile politique en Angleterre, on va les ramener où? À Rwanda. Et c'est au Rwanda, justement, qui nous amène les immigrés là-bas. Et il semblerait que même là-dedans, les gens qu'on va expulser, il y a des Afghans qui ont combattu aux côtés des Anglais et que les Anglais n'auront pas donné. Donc ça veut dire que mes pauvres pays, pauvre Mayotte. Et je suis franchement, là je vais quitter ici, très triste, parce que c'est-à-dire que tout le monde va converger sur Mayotte, parce que le point d'entrée en Europe aujourd'hui, c'est Mayotte. Les gens ne partent plus en Libye, les gens ne partent plus en Tunisie, ils viennent tous sur Mayotte. On nous a promis d'un rideau de fer, pour l'instant, on voit qu'un rideau de fumée et que les gens rentrent. Merci beaucoup, madame. Je terminerai, si vous voulez bien, avec ces questions et vous laisserez la parole pour rejoindre un peu mes collègues. La Russie, enfin, avait annoncé qu'elle était prête à aider les Comores à récupérer Mayotte. Le président des Comores a félicité le président russe de sa réélection. Et pour revenir à l'année dernière, les Jeux des îles, les Comores ont été préférés à Mayotte pour l'organisation des Jeux des îles. Bien que je comprenne que les problématiques de Mayotte sont telles que la priorité ne serait pas focalisée sur l'organisation des Jeux des îles, mais je trouve les réactions du président des Comores se félicitant d'avoir été retenu, mettant en avant que les infrastructures seront financées par la Russie et autorisant l'île comorienne de Mayotte à organiser 1 ou 2 jeux chez elle. Je trouve que c'est un peu provocateur et que la France devrait être plus ferme sur cette question. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, Messieurs les Sénateurs. Écoutez, je vais essayer de répondre à vos questions en diplomate, hein, si vous m'y autorisez. Peut-être en commençant peut-être par mon optimisme. Alors, je suis navrée si j'ai paru trop optimiste, mais je suis
viscéralement une afro-optimiste et j'ai foi en l'Afrique, un continent, et je ne minimise pas pour autant le fait qu'il existe de vrais défis. Je pense que j'en ai listé à plusieurs reprises un grand nombre, et je pense que le rôle de notre pays, c'est aussi d'accompagner les pays africains dans les difficultés qu'ils rencontrent et de les aider à surmonter ces défis, notamment parce que nos territoires ultramarins sont à proximité parfois immédiate des pays concernés. Donc voilà, moi je revendique cet optimisme, mais pour autant je sais bien que, et j'en ai parlé du choléra et de tout ça, et de la situation dramatique qui prévaut dans certains de ces pays-là. J'ai même rappelé que Madagascar et les Comores étaient parmi les pays les plus pauvres. Enfin voilà, je ne minimise pas, mais je veux croire que ce que nous faisons a du sens, y compris pour nos territoires ultramarins. Je ne crois pas avoir dit qu'il fallait être gentil avec les Comores ou avec les autorités comoriennes. J'ai dit, parce que, encore une fois, voilà, c'est vrai que nous, notre action, elle se fait par la diplomatie, par des actions de persuasion, par des négociations politiques, diplomatiques. Et qu'on croit fondamentalement au fait qu'une coopération est nécessaire pour la discussion est nécessaire pour arriver à nos fins in fine. Et je disais juste que ce que je laissais entendre, c'est que si nous cessions brutalement toute coopération ou toute coopération d'ailleurs avec les institutions régionales au motif qu'elles contestent ou que certains contestent notre souveraineté sur certains territoires, nous pensons que ça aurait un effet contre-productif et que ça ne résoudrait pas le problème de la souveraineté et que, en l'occurrence, et que ça provoquerait probablement d'autres difficultés. Sur le cas spécifique des Comores et de Mayotte, je ne crois pas qu'on puisse nous accuser d'être complaisants, même si je suis prête à entendre toutes les critiques et peut-être qu'on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait comme il le fallait. Et on est prêt à recueillir vos recommandations et vos suggestions en la matière, mais je crois que ce qui a été défini par le président de la République dans ses contacts, et je crois ces échanges très francs et directs qu'il a pu avoir avec son homologue comorien, que bon, on est dans une forme de transactionnalité, je ne sais pas si c'est un mot très français, de la relation, et qu'en tout cas sur les enjeux migratoires, les choses sont bien posées telles qu'elles sont. Je ne crois pas qu'on puisse arrêter où que ce soit les flux migratoires compte tenu de la situation des pays africains d'une manière générale et enfin les flux, peut-être qu'on peut les ralentir et les contenir. En revanche, l'aspiration des Africains à partir et aller voir ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas, contre lequel je ne pense pas qu'on puisse lutter. En revanche, on s'emploie quand même à contenir ça, et je ne pense pas qu'on ait fait preuve de complaisance. Les dispositions que nous avons obtenues des autorités comoriennes sont en réalité extrêmement comment dire, favorable, puisque on arrive à quand même à réadmettre 25 000 ressortissants comoriens et immigrants clandestins chaque année, ce qui est colossal. Hein. Je pense que si vous regardez les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est vraiment voilà, et on le fait en plus sans production de LPC, sans voilà. De la même manière, la coopération qui se fait concrètement dans le domaine de la lutte contre l'immigration avec la marine, enfin je sais plus, j'ai plus exactement mais la marine, les gardes-côtes, pardon, on a cherché le mot, les gardes-côtes comoriens, les moyens qui leur sont donnés, y compris d'ailleurs de manière très matérielle, hein, pour leur permettre de naviguer et de voilà, permet d'éviter, ça a été évalué, environ 6 000 départs par an. Si nous faisons tout ça, si nous négocions tout ça, c'est bien parce que nous savons aussi quelle est la situation à Mayotte et que il faut absolument éviter que tout converge vers
vers l'île dont évidemment nous ne souhaitons pas qu'elle devienne un nouveau Lampedusa dans l'océan Indien. Donc voilà, c'est pour ça aussi que nous nous efforçons de négocier et en mettant une grosse pression sur nos partenaires africains, pays de départ ou de transit, pour qu'ils freinent les départs, qu'ils empêchent les transits. C'est pour ça que nous négocions avec le Rwanda, et encore une fois, je vous le disais, on a bon espoir que ça aboutisse. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a fait sa première tournée en Afrique il y a quelques semaines. Il s'est rendu notamment au Rwanda. Ça a été l'un des sujets principaux qu'il a évoqué avec son homologue rwandais, à savoir qu'il fallait impérativement mettre un terme au départ de nationalités tierces ou autres depuis le Rwanda. Et les autorités rwandaises se sont engagées à regarder ça de très près. Donc, on essaye. Je ne dis pas qu'il y a une solution miracle et que tout ça réglera tous les problèmes, mais nous avons quand même la conviction que si nous ne faisons pas ça, la situation risque d'empirer et qu'on n'aura plus de levier derrière. Parce qu'au moins, via notre coopération, via notre appui matériel, financier ou autre, qui reste assez modeste, même très modeste au regard de l'aide publique au développement, ce qu'on peut donner aux Comores, à Madagascar, ils sont loin derrière d'autres pays africains qui ont des portefeuilles, par exemple, je parle pour l'AFD, bien plus conséquents. Là, on est vraiment sur du minimal en réalité. Si on regarde par rapport aux 15 milliards de l'APD, voilà, c'est quand même assez limité. Mais soyez convaincus que notre objectif n'est pas d'être complaisant ou de minimiser les difficultés. Et j'ai encore passé, il y a 2 semaines, je crois, 2 heures au téléphone ou 1h30 au téléphone avec le préfet de Mayotte pour évoquer concrètement voilà, ce qu'on peut faire, comment on peut aider. Donc, c'est vraiment notre démarche. Alors... voilà. Sur les compétiteurs stratégiques que sont la Chine ou la Russie, évidemment, on fait face à une forte concurrence et à des méthodes qui sont souvent, je dirais, à tout le moins déloyales ou agressives. Je pense qu'un certain nombre, sur le plan économique, un certain nombre de pays africains en reviennent quand même de l'influence chinoise. Moi, j'ai servi dans plusieurs pays où ils se rendent compte que les routes chinoises, elles ont une durée de vie qui est extrêmement limitée, que leur taux d'endettement est insoutenable et qu'il faut qu'ils diversifient leur partenariat. Et donc, pour l'avoir, pour le coup, en tant qu'ambassadrice dans plusieurs pays africains, vécu moi-même dans mes discussions, etc., il y a vraiment une prise de conscience que la Chine n'est pas la solution. Simplement, certains ont les mains liées, de fait de l'endettement, etc. Mais c'est aussi à nous de montrer que nous sommes des partenaires crédibles, fiables, efficaces, et que nous pouvons constituer une alternative aux offres chinoises. Les Russes utilisent des méthodes tout à fait inacceptable, la désinformation. Oui, mais c'est beaucoup plus agressif en termes de diffamation, de fausses informations. Et je pense que ça a été le cas aux Comores, à Madagascar, comme c'est le cas ailleurs. Nous avons mis en place depuis quelque temps au Quai d'Orsay une structure qui justement lutte contre la désinformation et qui travaille en termes de méthode sur la riposte qu'on peut apporter à ces attaques qui sont quand même parfois extrêmement méprisables, je sais pas comment dire ça poliment. Voilà, donc on essaye. Je ne dis pas qu'on arrive à tout et que tout va bien et que la situation est parfaite, mais soyez assurés qu'en tout cas notre détermination elle est forte
et que la souveraineté française, en tout cas sur nos territoires ultramarins, c'est une source de fierté pour nous, et que donc on la défendra jusqu'au bout. Vous aviez posé, monsieur le sénateur, je crois, une question au début sur la réalité de la coopération. Je crois que, attendez, je reprends mes notes, excusez-moi. Que la coopération régionale était trop peu développée. Bon, nous sommes convaincus qu'il y a un potentiel énorme et qu'il faut tout mettre en œuvre pour le faire. Je crois qu'au niveau de la Réunion, il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, j'ai lu des rapports quand même sur la coopération régionale. On pourra vous les transmettre, je pense, si vous le souhaitez. Mais il y a quand même beaucoup de choses très concrètes qui se font. Et pas exclusivement du tout en termes de défense ou de sécurité. Ça n'est qu'un aspect. Et je pense que cette coopération régionale, et comme vous le dites, elle est un facteur de stabilité pour la zone tout entière et pour nos territoires, et que donc tout ce qu'on peut faire pour l'entretenir et la développer, on le fera avec tous les moyens que nous avons. Merci beaucoup. Madame la directrice, nous arrivons au terme de cette audition. Nous avons bien compris que les enjeux sont énormes, hein, compte tenu des difficultés que l'on a dans la zone, notamment les grandes instabilités dans les pays africains voisins, ce qui a accru les problématiques d'immigration. On ne reviendra pas sur tous ces problèmes. J'ai noté aussi, et je vous remercie de nous avoir éclairé malgré votre expérience, on va dire, nouvelle dans ce poste. J'ai noté aussi votre enthousiasme et votre volonté de faire avancer les choses. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette nouvelle tâche. Et puis, je vous remercie encore une fois pour tous ces éclairages. Merci à vous.
l'ambassade de France en Tanzanie. Oui. C'est parlé. Mes chers collègues,